Bonjour et bienvenue à ce nouveau jeudi de Lima, virtuel une fois de plus étant donné les circonstances, mais débat malgré tout, nous continuons. Donc ce rendez-vous, comme chaque fois, est organisé en partenariat avec l'IREMO, avec le Collège de France et avec l'AFP. Alors il y a 10 ans, en mars 2011, éclatait le soulèvement de la population syrienne contre la dictature, dans un climat qu'il faut rappeler, les révolutions tunisiennes et égyptiennes juste avant ça. Mais en Syrie, le scénario sera différent, puisque pendant 10 ans, ce soulèvement massif de la population dégénérera en guerre multiforme, multidimensionnelle, qui aura des conséquences absolument dramatiques pour le pays et surtout pour sa population. On le sait, 6 millions de réfugiés à l'extérieur de la Syrie, 6 millions de déplacés à l'intérieur de la Syrie, 80% de la population retombée dans la pauvreté, 2,5 millions d'enfants déscolarisés. Bref, une situation humanitaire, sociale, humaine absolument dramatique et une absence de perspective politique aujourd'hui pour la Syrie, qui reste un pays morcelé en plusieurs zones, on en parlera, mais aussi sans processus politique, sans règlement politique visible ou perceptible dans un proche avenir. Donc une situation qui reste dramatiquement paralysée et avec toutes les conséquences que ça a. Alors pour en parler aujourd'hui, nous avons le grand honneur de recevoir un des intellectuels syriens les plus cohérents, je dirais, Yassine Al-Hajj Saleh, qui a un parcours qui mérite qu'on s'y attarde. Vous étiez engagé bien avant cette révolution, vous étiez engagé dès votre jeunesse dans le mouvement communiste en Syrie. Ça vous a valu 16 années de prison à l'époque de Hafez el-Assad, donc le père de l'actuel président. Vous étiez à Damas lorsque la révolution syrienne a commencé. Vous avez vécu pendant 2 ans dans la clandestinité. Vous avez écrit, beaucoup écrit, énormément écrit à cette époque. Et on peut lire vos chroniques en français. Certaines ont été traduites, certaines chroniques de cette époque qui permettent de comprendre à la fois votre regard sur ces événements, mais aussi tout simplement l'espoir qu'il y avait à cette époque en Syrie. Vous avez ensuite vous avez dû quitter Damas, puis quitter la Syrie. Vous avez vécu un temps en Turquie et aujourd'hui vous êtes installé en Allemagne comme réfugié, où vous continuez votre travail de réflexion et d'écriture autour de la Syrie. Je rappelle donc à la fois ce livre en français qui s'appelle La question syrienne, publié chez Sinbad Actes Sud en 2016, et qui viennent d'être publiées ces lettres à Samira que je montre ici, aux éditions des Lisières, traduites par Souad Labiz avec une préface de Ziad Majed, et qui sont les lettres que vous avez écrites pendant des années à votre femme qui a disparu, Samira, qui a été enlevée et dont vous êtes resté sans nouvelles. C'est un livre qui sort ces jours-ci en français. À vos côtés, Jean-Pierre Filiu, historien, professeur à Sciences Po, qui a aussi une connaissance très intime de la Syrie. Vous y étiez avant et pendant la Révolution. Vous avez écrit notamment un livre qui s'appelle « Je vous écris d'Alep », publié à l'époque où Alep était entre les mains de la rébellion, de l'opposition à Bachar el-Assad. Vous avez animé un blog
sur E89, nous connaissons de cette époque, qui est aujourd'hui sur le site du Monde, qui continue à suivre de près l'actualité du Moyen-Orient. Et vous avez publié de nombreux ouvrages, dont le dernier, Algérie, la nouvelle indépendance, publié par Le Seuil il y a juste quelques jours, quelques semaines. Et enfin, Ala Kodmani, vous êtes journaliste franco-syrienne, journaliste à Libération, en charge du Moyen-Orient. En 2013, vous avez reçu le prix de l'Association de la presse diplomatique française pour votre travail sur la Syrie, justement, où à l'époque, vous étiez allé plusieurs fois dans les zones tenues par la rébellion. Vous avez également publié 2 livres sur la Syrie, La Syrie promise, Sinbad Actes Sud en 2014 et Seul dans Raqqa aux éditions Équateur en 2017. Alors, je disais, Yacine, vous étiez à Damas en 2011. Est-ce que, quand vous regardez ces 10 ans, comment vous pouvez analyser ces 10 ans? Qu'est-ce qui vous passe par la tête quand vous regardez, vous comparez avec ce que vous pouviez, les espoirs que vous pouviez avoir en 2011? Je précise que vous êtes votre voix arabe ou française dans le sens comme dans l'autre, c'est Rouba Hassan que je remercie et qui vous traduira nos échanges en arabe et que vous entendrez en français. شكرا على الدعوة وشكرا على السؤال. ال10 سنين هم بالحق مراحل متعددة، ليس استمرارية متجانسة من الحرب حسب عنوان ندوة اللي يعني كنت بفضل عنوان آخر، 10 سنين من الصراع متعدد الأوجه في سوريا و10 سنين من الثورة والحرب والحرب المتعددة الأوجه. في مرحلة أولى طبعا مرحلة الثورة السلمية اللي كانت يعني آمال كبيرة وقاعدة اجتماعية واسعة للاحتجاج انتشرت مثل ما هو معروف من درعا إلى أكثر المناطق السورية، ويعني كان مصدر فخر واعتزاز يعني للسوريين، لأنه فيها تمرد على نظام مخيف، ولأنه فيها تجربة يعني أثناء الجهد لتغيير النظام كان في تغيير للذات. عدد كبير من الناس تحدوا الخطر وتحدوا الخوف واكتسبوا من ذلك اعتزاز بالذات. بعد هذا Merci de votre introduction. Alors pendant ces 10 ans, il y a eu des étapes multiples. Il ne s'agit pas d'une continuité, d'une guerre continue. Et d'ailleurs, j'aurais préféré un autre titre de la rencontre que le titre de guerre pour refléter ce conflit et cette révolution à multifacettes. Il y a eu d'abord un mouvement pacifiste qui a fait naître un grand espoir. Parce qu'il y avait aussi, ce mouvement pacifiste a touché une large base de la société, de Der'a jusqu'à l'ensemble du territoire syrien. Et ça a été une source de fierté pour le peuple syrien parce qu'il a réussi à se soulever contre un régime monstrueux, un régime qui fait peur. Et donc il y a eu un effort à la fois, non seulement pour changer le régime, mais pour se changer. Donc c'était un grand défi de se confronter à ce danger, mais aussi de faire naître beaucoup d'espoir. المرحلة اللي بعد أو المرحلة الفرعية اللي بعد هي ثورة سلمية زائد مسلحة، ولكن ضمن إطار سوري، يعني صراع سوري واستمرت حتى النصف الثاني من 2012. بعدين بدأت يعني أخذ ينهار الإطار الوطني للصراع السوري وبدخول فاعلين متعددين، إيران أولا والميليشيات التابعة لها خصوصا حزب الله، ثم تسرب الجهادية السنية بأشكال مختلفة من بلدان مختلفة من منطقتنا ومن أوروبا أيضا.
المرحلة الثانية بدأت يعني اكتمل انهيار الإطار الوطني بربيع 2013 مع تدخل حزب الله بالقصير وظهور داعش بنفس الوقت على فكرة، يعني نيسان وأيار. تفضل عفوا. Ensuite, il y a eu une deuxième étape qui est à peu près qui a commencé en 2012. C'est la confrontation syriano-syrienne, si l'on peut dire, à l'intérieur de la société syrienne. Et la situation a commencé à se détériorer parce qu'on a vu l'intervention de forces étrangères, notamment l'Iran et certaines milices qui sont affidées à l'Iran, comme le Hezbollah notamment. Et puis on a vu apparaître le djihadisme qui était nourri par plusieurs pays, y compris d'ailleurs l'Europe. Et cela a abouti à une forme de collapse au printemps 2014 et l'apparition de Daesh. 2013, pardon. Avec l'apparition de Daesh. وصار صراع طائفي إقليمي يعني إيراني خليجي سعودي بشكل خاص، مع ظهور يعني مثل ما حكيت حزب الله وميليشيات شيعية والجهادية السنية سلفية الجهادية. هذا استمر حتى 2014 مع تدخل الأمريكي، مثل ما بنعرف تدخل الأمريكي المباشر بيع العرب كوباني. انتهت المرحلة الثانية وبدأت مرحلة ثالثة، مرحلة تدويل واسع النطاق للصراع السوري. بالمرحلة الثانية حصلت المجزرة الكيماوية مثل ما بنعرف، وعمليا أعطي النظام رخصة بالاستمرار بالقتل بوسائل أخرى ما عدا السلاح الكيماوي. الصفقة الكيماوية بين الروس والأمريكان عانت أنه أوكي استمروا بالقتل ولكن ليس بالسلاح الكيماوي. الحقيقة حتى بالسلاح الكيماوي مثل ما بنعرف استمرت هالمرحلة حتى 2014. صار تدويل واسع النطاق للصراع السوري. صار الأمريكان بعد سنة من الأمريكان الروس، بعد سنة من الروس الأتراك، وصلنا بالوضع الحالي اللي هو 5 محتلين بسوريا: الأمريكان، الروس، الإيرانيين، الأتراك، وإسرائيل القديمة. وهذا وضع لا يشبه شيء آخر نعرفه ببلدان العالم الأخرى. Et donc suite à cela, c'est un conflit confessionnel auquel nous avons assisté, mais c'est un conflit confessionnel au niveau régional qui opposait l'Iran, ou l'axe Iran, Arabie Saoudite, et donc des milices chiites d'un côté et des milices djihadistes de l'autre côté. Cela a duré jusqu'en 2014 et durant ces années, nous avons connu donc les massacres à l'arme chimique. Et à ce moment-là, une sorte de licence a été donnée à l'État syrien pour massacrer sa population avec l'arme chimique. Ou de la massacrer avec d'autres types d'armements. Et après cela, nous avons l'étape de l'internationalisation de la révolution ou de la guerre avec l'intervention des États-Unis, de la Russie, de la Turquie. Et aujourd'hui, nous avons 5 occupants en Syrie, donc les États-Unis, l'Iran, la Russie, la Turquie et Israël. Et c'est une situation qui ne ressemble à aucune autre situation. اسمح لي بس بفقرة أخيرة. هلا هذا من وجهة نظر جيوبوليتيكال، لكن استمرت الثورة بأشكال مختلفة، إبداعية، ثقافية، وفنية،
توثيق هائل مارسوه سوريين، مارسوه مواطنين صحفيين غالبا، وتوسعت دائرة الفعل العام، يعني بالكتابة، بالتصوير، بالأنشطة الثقافية الفنية، بالإعلام. يعني أنتجت كثير من المدن والأحياء بسوريا مجلاتها أو نشراتها الخاصة ببلد. خلال 40 سنة كان في 3 جرائد رسمية فقط، فكان في وهذا استمر بأشكال مختلفة، استمر، وهو اليوم مستمر بالدياسبورا. يعني في 6 ملايين ونص سوري مثل ما حكيت أستاذ بيير، الحقيقة 6 ملايين ونص. ولكن الوضع يعني من ناحية في إبداعية متفجرة، ومن ناحية ثانية في بين 80 و 90% من السوريين تحت خط الفقر. أنا برأيي هذا أخطر شيء موجود بسوريا، غير انقسام البلد إلى 4 سوريات، في بين 80 و 90% تحت خط الفقر، وهذا مرة ثانية وضع لا نعرف أمثلة كثيرة له. Alors ça, c'est du point de vue géopolitique. Mais la révolution continue. Elle continue sous des formes diverses et notamment des formes très créatives. Rien que la documentation. Il y a eu un effort de documenter cette révolution, un effort très très grand et qui a élargi le champ de l'action, si je puis dire, des gens, par plusieurs formes d'expression, l'écriture, l'enregistrement photo ou vidéo, mais aussi les différentes activités artistiques, la production médiatique. Il y a eu un nombre incroyable de journaux, mais aussi de chaînes radio qui ont été créées pendant cette période, alors que pendant 40 ans en Syrie, il n'y avait que 3 médias officiels. Et ces formes-là continuent avec la diaspora syrienne. Je rappelle que ce ne sont pas 6,5 millions de Syriens qui ont quitté la Syrie, 6 millions de Syriens qui ont quitté la Syrie, mais 6,5 millions. Et donc on a d'un côté cette créativité, mais de l'autre côté, 98% des Syriens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et de mon point de vue, ça c'est quelque chose qui est très très dangereux. En ajoutant à cela aujourd'hui la Syrie qui est divisée en 4 Syries, si je puis dire. En 2011, beaucoup de gens, à commencer d'ailleurs par les gouvernements occidentaux, pensaient que Assad tomberait au bout de quelques semaines ou quelques mois, comme Ben Ali et Moubarak avant lui. 10 ans après, il est toujours là. Vous consacrez un texte écrit à l'époque, donc je crois en 2012, au slogan « Assad ou nous brûlons le pays ». Et est-ce qu'on n'a pas pris assez au sérieux cette détermination du pouvoir syrien à rester quoi qu'il en coûte, donc y compris au prix de brûler le pays? بالحقيقة كان في عنا تقدير بأنه هذا النظام مستعد لتدمير البلد من أجل أن يبقى، لكن بطريقة ما تصورنا أنه قد يمكن أن نتجنب ذلك، لأنه صار في ثورة بمصر وأسقطت نظام استبدادي ب4 أسابيع، وقبلها عفوا ب18 يوم، وقبلها في تونس ب4 أسابيع، وقبلها في اليمن وليبيا والبحرين. سوريا كانت البلد السادس، وكان يبدو أنه موجة الثورات كاسحة لا يمكن أن تغلب. اللي يمكن أسأنا تقديره بما فينا المعارضين من أمثال اللي كانوا سجناء هو الاستعداد الإبادي عند النظام، الجينوسايدال إليمنت والنيهيليزم، العدمية، يعني الاستعداد للذهاب إلى الأقاصي. بالحقيقة رغم اهتمامي بقضية يعني تركيبة النظام بما فيه العنصر الطائفي بتكوينه، لم أتصور أنه يتطور الوضع السوري إلى إبادة ويستعين النظام بحلفاء دوليين من أجل إلى هذه الدرجة، من أجل سحق شعبه، ويستخدم السلاح الكيماوي ويستخدم القصف بالطيران والبراميل المتفجرة.
لم أتخيل ذلك بالحقيقة. ولكن شعار العدمية الخاصة بالنظام الأسدي هو بالضبط الأسد أو نحرق البلد أو الأسد أو لا أحد، اللي هو كتبوه على الجدران ويعني أعلنوا هذه النية. مع ذلك تخيلنا أن لا يتحقق، وتحقق بالحقيقة. تحقق يعني أحرقت البلد وبقي الأسد بعد 10 سنين. En fait, effectivement, ce que nous avons peut-être mal estimé, c'est jusqu'où ce régime ira pour rester. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Il a tout brûlé pour rester. On savait que le régime était capable de brûler, mais on pensait qu'on pouvait éviter ça en prenant l'exemple de la révolution syrienne, mais aussi en prenant l'exemple de la révolution tunisienne, qui en 4 semaines ont réussi à faire partir Ben Ali. Mais il y avait eu aussi, avant le Yémen, la Libye, le Bahreïn, et la Syrie était en fait le 6e pays. Donc on pensait que cette vague révolutionnaire allait peut-être nous aider à éviter ce slogan-là. Mais nous avons mal estimé le côté génocidaire du régime. Pas seulement son côté génocidaire, mais aussi son côté nihiliste. Je me suis longtemps intéressée au régime syrien et je connaissais très bien le facteur ou la dimension confessionnelle, mais on n'a pas imaginé qu'il irait dans le génocide jusque-là et surtout qu'il ira chercher des alliances dans cette intention génocidaire pour écraser son peuple en utilisant les armes chimiques, en utilisant les bombardements massifs. Et ça, effectivement, on ne l'avait pas imaginé, bien que ce slogan était écrit sur tous les murs, Assad où on brûle le pays. Donc le régime avait bien déclaré cette intention, mais nous avons espéré pouvoir l'éviter. بس نسيت آخر جملة قلتها. نسيت. C'était la révolution égyptienne. L'exemple de la révolution syrienne. Égyptienne, pardon, bien sûr. Jean-Pierre Filiour va faire un premier tour pour revenir sur ces 10 ans. Vous aussi, vous avez eu beaucoup d'espoir au début de ce processus. En 2011, ou 2012, vous avez écrit des choses très pleines d'espoir sur l'aboutissement de cette tentative de faire sauter le bouchon de la dictature dans ce pays. Comment vous regardez ces 10 ans? Qu'est-ce qui a manqué en Syrie pour aboutir au même résultat en tout cas immédiat qu'en Tunisie ou en Égypte, c'est-à-dire le départ au moins du dictateur? Je crois qu'on peut trouver beaucoup d'explications et bien peu de ces explications sont de la responsabilité des Syriennes et des Syriens qui ont été admirables dans leur engagement révolutionnaire. Il y a eu fondamentalement une incompréhension de ce qui se passait en Syrie. On a projeté sur la Syrie les exemples de l'Irak en 2003, de la Libye en 2011, voire de l'Afghanistan en 2001, alors que ça n'avait rien à voir. Les Syriennes et les Syriens demandaient simplement d'avoir les moyens de se débarrasser du tyran. Et on a fait semblant de croire qu'ils voulaient qu'on fasse la guerre à leur place. Donc il y a eu une incompréhension totale. Et un sentiment que, évidemment, Yassine, Hala ont éprouvé sur place, de vulnérabilité totale. Moi, je n'ai jamais ressenti ça. Quand vous avez un monopole de la force aérienne et de l'artillerie d'un seul côté, vous avez un sentiment de faiblesse, de vulnérabilité du côté révolutionnaire qui est absolument terrible. Or, qu'est-ce qui se passait du côté révolutionnaire? On voulait construire concrètement une alternative à Assad. Et qu'est-ce que voulait Assad? Il voulait la détruire à tout prix.
qu'on ne puisse pas en Syrie gouverner sans lui. Et ça, on ne l'a pas compris. On a projeté beaucoup de choses. Et je me rappelle quand j'ai eu l'audace d'évoquer le précédent de la guerre d'Espagne, quand j'ai dit la Syrie, c'est notre guerre d'Espagne, qu'est-ce que je n'ai pas pris, un langage populaire. D'abord, comment voulez-vous comparer l'histoire arabe et l'histoire européenne? Enfin, cher monsieur, on mélange quand même pas les torchons et les serviettes. La révolution, c'est européen. Eux, c'est des rebelles. C'est des insurgés. C'est pas vraiment des révolutionnaires. Et puis, comme si la guerre d'Espagne, c'était uniquement la question des brigades internationales, qui étaient quand même très largement des staliniens, qui n'étaient pas vraiment en phase avec la révolution socialiste et libertaire en Espagne. En fait, ce que j'essayais de dire, c'est qu'il y a deux puissances totalement liberticides, après on peut les qualifier plus ou moins, qui sont l'Iran et la Russie, comme il y avait à l'époque l'Allemagne et l'Italie, et que si on les laisse faire, eh bien c'est grave pour l'Europe. Ce n'est pas uniquement un problème de l'Espagne en 1936 ou de la Syrie en 2011. Ce sera grave pour nous. Et j'étais un de ceux qui ont dit on va vers un 11 septembre européen si on ne fait rien pour aider les Syriennes et les Syriens. Et ça, on ne l'a pas compris à aucun moment. Et puis, évidemment, il y a eu le tournant dramatique de 2013 avec le refus de sanctionner Bachar al-Assad pour le crime contre l'humanité que représentait l'utilisation des armes chimiques. Et ça aussi, on ne l'a pas compris. Aujourd'hui, la plupart des personnes qui parlent de ce tournant sont convaincues que l'alternative, c'était entre une campagne à l'irakienne, à la libyenne d'une part, et ne rien faire. Que donc, il fallait mieux ne rien faire. Mais ce n'était pas ça. C'était montrer à Assad que pour la première fois en des décennies de massacres, de crimes, eh bien, l'impunité n'aurait plus été au rendez-vous. L'impunité a été au rendez-vous. Et qu'est-ce qu'on a eu après ? On a eu l'annexion de la Crimée par Poutine, qui a parfaitement compris que Obama, eh bien, c'était, excusez-moi l'expression, que de la gueule, qu'il n'y aurait rien pour faire respecter les soi-disant lignes rouges. On a eu Daesh, parce que c'est à partir de ce moment-là que les djihadistes, on peut dire, vous voyez, les musulmans sont massacrés, le monde entier, les droits de l'homme, l'Occident, tout ça, c'est rien du tout, venez vers nous. Et puis on a eu la vague de réfugiés, ce qui prouvait que si on avait eu un peu de sensibilité, un peu de compréhension, un peu d'empathie avec les Syriens qui nous aurait conduit par plus d'engagement, eh bien on se serait évité quand même beaucoup de tragédies en Europe même. Ala Kodmani, un petit peu la même question, c'est-à-dire en prolongeant peut-être ce qu'a dit Jean-Pierre Filiu au début, c'est-à-dire que finalement la plupart des responsabilités de cette catastrophe, il faut bien employer le mot, échappent aux Syriens eux-mêmes, qu'ils ont été pris dans un engrenage qui leur a échappé. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Est-ce que les divisions de l'opposition, les faiblesses de l'opposition n'ont pas aussi joué un rôle dans cet engrenage fatal ? Je crois que Yassine Haj Saleh a très bien souligné à plusieurs moments combien ce conflit syrien, ou ce conflit au pluriel, ces conflits syriens au cours des 10 dernières années, il y a eu des moments inédits. C'est absolument historiquement inédit que tant d'exceptions internationales se situent sur le long de ces 10 ans. On a parlé de l'attaque chimique, on a parlé quand même du bombardement des populations par l'aviation de leur propre armée. C'est aussi quelque chose d'assez inédit. C'est pas seulement la guerre d'Espagne, c'est à la fois la guerre d'Espagne, la guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak, qui a été rassemblée. C'est totalement inédit qu'on puisse complètement fermer les yeux sur la situation actuelle. Donc, moi, mon sentiment, et à chaque fois, quand j'allais sur place, c'était encore plus fort, on était tout le temps dans l'incrédulité. Les Syriens étaient dans l'incrédulité, ceux qui les soutenaient aussi. Non mais c'est incroyable, genre... comment ça, la Russie va intervenir et bombarder directement l'aviation russe, va écraser Alep sous les bombes, sa population, et c'est incroyable. Et on était dans la sidération.
à regarder ça. Mais c'est vrai que c'était incroyable. Et il faut revenir là-dessus avant de dire qui est responsable, qui aurait dû. Il y a de l'incroyable dans ce. Et même en l'ayant couvert pratiquement au quotidien pendant 10 ans, maintenant, rétrospectivement, je dis mais c'est absolument incroyable. Yacine, dans un de vos textes, vous citez un slogan qui avait été émis par les habitants du village de Kafranbel, qui était un groupe qui faisait une sorte de... Kafranbel. Un groupe qui faisait une sorte d'activisme culturel avec beaucoup d'humour. Et dans une situation dramatique. Et vous citez une banderole qu'ils avaient dépliée et filmée, où ils disaient « À bas le monde entier ». Et qui est une manière de revenir sur ce que viennent de dire à la fois Jean-Pierre et Ala. Est-ce que ce slogan résume finalement la tragédie syrienne ? يعني يمكن ظهر بأواخر 2011 أو 2012 اليافطة المكتوب عليها الكلام تسقط المعارضة يسقط المجلس الوطني اللي هو كان الجسم المتشكل حديثا نسبيا للمعارضة كان صار له يمكن 2-3 يسقط مجلس الأمن تسقط الأمة العربية والإسلامية يسقط العالم كان بيعبر بالحق عن شعور بالخذلان عن الشعور بأنه الناس عم تقصف وتقتل طوال الوقت خلال يعني من بداية الثورة من طرف النظام اللي كانت سلمية بقدر كبير حتى ذلك الوقت يعني كانت بدايات الجيش الحر بخريف وشتاء 2011-2012 فكانت تعبر عن هذا السخط بالحق الغضب الشديد اللي تملك كثير من السوريين ما كانوا متوقعين أنه يتركوا إلى هذه الدرجة مكشوفين ومباحين بالحقيقة يعني تعليقا شوي على كلام هلا ومن أجل مساعدة يعني مساعدة الناس على فهم الوضع السوري أعتقد أن الثورة السورية كانت مستحيلة وهذا عنوان كتابي المسألة السورية بالإنجليزية وبالعربية يعني هي ثورة مستحيلة التي تحققت لأنه يعني في عنا بذاكرة جيلي عشرات الألوف من المعتقلين والمعذبين ومن الضحايا ومعروفة يعني مذبحة حماة وقبلها مذبحة تدمر وما إلى ذلك يعني العنصر الإبادي موجود ثم كان تحطيم الثورة السورية والتدخلات التي حدثت والمذابح مستحيل يعني يتجاوز قدرتنا على التخيل وما أبنيه على ذلك هو أنه المخرج بسوريا أو حل حقيقي بسوريا لا يمكن أن يتم عبر الألاعيب اللي تجري بأستانا أو بجنيف أو ما إلى ذلك بدها كمان يعني حل من باب المستحيل. Oui, ces slogans, effectivement, qui sont apparus fin 2011-2012, à bas l'opposition, à bas le Conseil national, à bas la nation arabe, à bas le monde, exprimer le sentiment de grande déception du peuple syrien. Puisqu'au début, effectivement, ce soulèvement, cette révolution était pacifiste. Et en face, il y avait une grande violence, un écrasement total. Et donc les gens étaient extrêmement en colère. Extrêmement en colère parce qu'ils ne s'attendaient pas à être laissés ainsi, complètement exposés, complètement abandonnés. Et pour revenir un tout petit peu sur ce que disait Hala, je parle de la révolution syrienne comme une révolution impossible, et c'est d'ailleurs le titre d'un livre que j'ai écrit.
Premièrement, parce que on a, nous, dans notre mémoire, en tout cas ma génération, de ces dizaines de milliers de victimes qui ont essayé de s'opposer au régime, qui ont été emprisonnés, mais aussi massacrés. Deuxièmement, elle est impossible à cause de l'écrasement de la révolution, de la façon dont elle a été écrasée, avec des interventions extérieures et étrangères. Et donc, c'est quelque chose qui était au-delà, effectivement, de notre imagination. Et troisièmement, elle est impossible parce que pour moi, la solution, elle ne vient pas d'Astana, elle ne vient pas des pourparlers de Genève, mais justement, elle est de l'ordre de l'impossible. Tout à l'heure, Jean-Pierre Filu parlait de la guerre d'Espagne et de l'incompréhension que nous avons sans doute eue dans les pays occidentaux. Qu'est-ce que vous, qui étiez encore en Syrie à l'époque, attendiez du reste du monde et qui n'est pas venu? يعني بشكل أساسي ما كان متصور بالحقيقة أنه يتركوا السوريين للإباحة إلى هذه الدرجة. مطالب السوريين كانت، يعني خليني أذكر بنفس المقالة اللي عم يحيل إليها اللي تحيل إليها مسيو بيير. حكيت على أول شيء اعتمدوا السوريين على نفسهم، يعني على التظاهر السلمي، على محاولة التجمع بأعداد كبيرة في الساحات والميادين العامة، وكان هذا الشيء مستحيل. بحمص ب 18 نيسان قتل ما قد يصل إلى 200 شخص بمذبحة، لأنه حاولوا احتلال ساحة الساعة بحمص الناس، وهذا بعد شهر واحد من بداية الثورة. فيعني كان نموذج ميدان التحرير مستحيل. الطلب الثاني كان طلب موجه إلى العالم، أنه نحن من هذا العالم ونحتاج إلى حماية دولية. في جمعة يمكن بأيلول أو بتشرين الأول كان اسمها جمعة الحماية الدولية، كان في نوع من يعني شيء مؤثر من ناحية السذاجة ومن ناحية الطيبة، يعني من ناحية حسن الظن بالعالم، أنه بدنا حماية دولية، النظام عم بيقتلنا وبدنا حماية دولية. والحماية الدولية ما أخذت أنه تعوا احمونا، لا، إما حظر طيران أو مساعدات مختلفة أو منع النظام عن طريق مجلس الأمن. وأعتقد أول فيتو روسي كان بهالمناسبة يعني بخريف. الطلب الثالث هو توجه لله، يعني أول شيء التوجه للنفس، ثم التوجه للعالم، آخر شيء توجه السوريين لله، وطلع شعار يا الله ملنا غيرك يا الله. وللأسف يعني بعض هذه الديناميكيات لعبت لمصلحة الإسلاميين. Alors, je voudrais rappeler les demandes des Syriens, et c'est quelque chose que j'ai d'ailleurs évoqué. Au tout début, les Syriens, en fait, ont compté sur eux-mêmes, et les révolutions étaient complètement pacifistes, leurs revendications également. Et je rappelle que le 18 avril, 200 personnes ont été massacrées à Homs, et ça c'était un mois seulement après le soulèvement. Deuxièmement, ils ont demandé la protection. Ils ont demandé la protection internationale, bien sûr. Ils ont demandé la protection internationale. Et il y a eu d'ailleurs, c'était un vendredi, et c'était le jour de la protection internationale. C'est pour vous montrer un peu la naïveté, un tout petit peu, des Syriens. Alors, la protection comment ? La protection en empêchant l'aviation de bombarder, en aidant la population sous
différentes formes, ou en référant aussi au Conseil de sécurité. Et c'est à cette occasion-là qu'on a vu le premier veto russe. Et puis, troisièmement, les Syriens se sont retournés vers Dieu. Une fois qu'ils ils ont compté sur eux-mêmes, puis sur l'aide de la protection internationale, ils se sont tournés vers Dieu. Et c'est là où on a vu le slogan « Dieu, nous n'avons que toi ». Et ces dynamiques-là, ces trois dynamiques ont favorisé finalement, ont joué en faveur de l'islamisme et du djihadisme. Jean-Pierre Filiou, vous aviez vécu de ce côté-ci ce que vous avez décrit tout à l'heure comme une incompréhension de ce qui se passait. Vous pensez vraiment qu'une autre histoire aurait pu être possible du point de vue de l'action internationale occidentale dans le contexte de l'époque de blocage de la Russie, etc. Absolument. Absolument. Ça aurait même été beaucoup plus simple et ça aurait coûté beaucoup moins cher que les milliards qui ont depuis été engloutis par la coalition contre Daesh, etc. etc. Je rappelle, en 2011, on a le Conseil national syrien qui est constitué sous la présidence d'ailleurs d'un Syrien professeur à la Sorbonne, qui est un libéral, qui permet que justement toutes ces tendances soient représentées et qui demande au fond la même chose qui a été donnée à l'opposition libyenne quelques mois plus tôt, c'est-à-dire la reconnaissance internationale. Ça aurait été fondamental. Ça coûtait rien, pas une balle, pas une bombe. Ça voulait dire que j'expulse le régime Assad de son ambassade à Paris, je la donne à l'opposition syrienne. C'est ce qui avait été fait pour les Libyens et ils avaient même ainsi pris le siège de Kadhafi à l'ONU. Or, on ne va pas le faire. Donc, on va se retrouver dans cette situation totalement scandaleuse où le régime, le monstre qui détruit la Syrie, qui massacre son peuple, est aussi celui qui siège en son nom à l'ONU. Et donc, l'ONU va devenir juge et partie avec en plus un veto russe et un veto chinois qui, à chaque fois, garantira l'impunité au régime Assad. Donc, voilà, ça aurait pu être fait. Puis la deuxième chose qui était évidente, c'était une zone d'interdiction aérienne. Yacine, Hala, moi-même, on a vécu ces scènes incroyables où on a un hélicoptère à très basse altitude qui vole au-dessus de vous et on ne sait pas à quel moment il va larguer sa charge de TNT bourrée de grenailles pour maximiser l'impact incendiaire et destructeur. Ça, avec une zone d'interdiction aérienne, ça aurait pu être empêché. Et si on ne voulait pas faire la zone d'interdiction aérienne, eh bien on donnait des missiles solaires à l'insurrection syrienne. On n'a pas voulu le faire parce que ça aurait pu tomber dans de mauvaises mains. Le résultat, c'est que quand Daesh est arrivé et qu'il a pris Mossoul en Irak, il a mis la main sur $1 milliard d'équipements américains. Bravo! Quelle lucidité! Quelle prospective! Donc on a abandonné les forces qui voulaient se situer dans ce registre révolutionnaire syrien. Et ça a profité à qui ? D'abord, ne l'oublions jamais, aux massacreurs, aux tyrans de Damas, et après aux djihadistes qui, eux, ont non seulement brûlé la Syrie, mais porté le feu dans le monde entier. Hala Kodmani, on en vient à Daesh, dans ce qui est quand même un des éléments de cette décennie. Est-ce que l'irruption de Daesh, dans les conditions que vient de décrire Jean-Pierre Filiu, n'a pas changé la donne et changé la perception ici, où tout d'un coup, c'était devenu l'ennemi numéro 1 et le régime syrien devenait presque un moindre mal? Oui, bien sûr. C'est évident. Et c'est évident et c'est durable. C'est-à-dire que même maintenant, après la disparition pratiquement de Daesh du terrain ou de son califat depuis 2 ans, l'équation est encore là. Il y a encore des gens qui se disent à la limite, le régime Assad, ça vaut mieux que des djihadistes. Et le régime Assad en a joué énormément dès le départ. J'étais à Damas pour la première et dernière fois que j'étais à Damas, là, pendant la Révolution, en avril 2011.
propagande du régime, c'était non, non, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de révolution. Ce sont des salafistes étrangers, venus de l'étranger, qui sont en train de... des bandes de salafistes armés venus de l'étranger. C'était déjà conçu en avril 2011. Et il est certain que la brutalité, les horreurs un peu démonstratives et complètement affichées de Daesh ont contribué essentiellement à paniquer le monde. Mais paniquer, chacun, quand on voyait les vidéos d'un égorgement, tout le monde avait l'impression que c'était son fils, son frère, sa femme qui était là. Et donc, il y a un côté film d'horreur absolu qui a été énormément mis en scène, mais qui aurait pu être évité. Ce que Jean-Pierre Filiu disait, c'est que c'est le manque d'anticipation qui a donné lieu à Daesh. Si on avait fait autrement, ça ne serait jamais arrivé. J'étais à Raqqa en 2013 quand Daesh venait de prendre Raqqa. À ce moment-là, tout le monde laissait passer. Quelque part, en traversant la frontière entre la Turquie et la Syrie, je voyais des djihadistes passer de toutes sortes. Je me suis demandé si même les pays européens ne trouvaient pas que c'était pas mal de les envoyer dans la poubelle syrienne, ces gens-là. Yacine, vous voulez réagir sur Daesh? نعم. أعتقد أنه في مشكلة بنيوية بعالمنا اليوم من التسعينات، وخصوصا بعد 2001، بعد 11 أيلول 2001، اللي هي الشر السياسي الأساسي اعتبر هو الإرهاب، والحل للإرهاب هو الحرب ضد الإرهاب، والفاعلين في الحرب ضد الإرهاب هم الدول. فتصير كل دولة جيدة، لأنه الشر يعني أسوأ شيء بالعالم هو الإرهاب، فكل الدول تصبح خيرة. أعتقد أنه مشكلة خطيرة، لأنه هذا يغطي على الإبادة. يعني يصير بشار الأسد محارب ضد الإرهاب، وإيران وروسيا ومودي بالهند وحكومة ميانمار والصين وإسرائيل طبعا والجميع، الكل حلفاء بالحرب ضد الإرهاب. برأيي الشر يعني كسوري وشرق أوسطي بطريقة ما، برأيي الشر السياسي، الشرور السياسية متعددة في العالم، لكن أخطرها بالنسبة لنا هو الإبادة، هو الجينوسايد. تشخيص الحرب ضد الإرهاب كالشر الأساسي يعني جعل الإبادة غير مرئية. يعني داعش تصبح الجريتر ايفل، وهي ايفل كفاية بالحقيقة، يعني هي شريرة كفاية، ولكن هذا يترك 500,000 سوري قتلى غير مرئيين، هم أثر جانبي تقريبا غير مهم يعني. Je pense que nous avons un problème structurel dans notre monde depuis les années 90 et plus particulièrement depuis 2001, septembre 2001. C'est que le mal absolu est devenu le terrorisme. Et donc la solution, c'est la guerre contre le terrorisme. Et qui fait la guerre contre le terrorisme? Ce sont les États. Et donc, par conséquence, les États deviennent bons. Tous les États deviennent bons puisque les États font la guerre contre le terrorisme. Mais cela est un problème grave, car ça invisibilise ou ça couvre en quelque sorte le génocide, les génocides. Assad, l'Iran, la Birmanie, la Chine, l'Iran, Israël deviennent tous finalement des alliés contre le mal absolu qui est le terrorisme. Et en tant que Syrien, moi je vois un problème plus grave, qui est le problème du génocide. Mais justement, quand le terrorisme devient le mal le plus grand, le génocide devient invisible. Donc Daesh devient le mal absolu, et puis
les Syriens qui sont tués, les demi-millions de Syriens tués, deviennent invisibles. Et des victimes collatérales. Le gouvernement français a dit à un moment Daesh est notre ennemi et le régime syrien est l'ennemi du peuple syrien, qui était une manière de distinguer entre les deux. Et je crois que vous aviez écrit un texte dans lequel vous critiquiez cette prise de position. Est-ce que c'est une dérive que vous avez vu monter à un moment et qui finalement était une manière de se débarrasser de la situation syrienne? يعني هو هذا ما أقوله بالحقيقة، هذا هو بالضبط ما أقول. تصريح مسيو ماكرون أنه بشار الأسد هو عدو الشعب السوري ونحن داعش عدوتنا، يقول أنه الحرب ضد الإرهاب هي مشكلتنا، الجنوسايد ليس هو المشكلة. هو هذا بالضبط المنطق. ضحايا الإرهاب خطر كبير بالحقيقة، ويعني أفهم شعور أي حدا بفرنسا أو بألمانيا أو أنه تصير جريمة إرهابية بالشارع، ناس آمنين ويتعرضوا لقتل، وحصل أكثر من مرة بفرنسا. ولكن نحن محتاجين لرؤية عالمية. فرنسا ليست بعيدة عن سوريا وأمريكا ليست بعيدة عن سوريا، ما عاد في بلد بعيد كفاية بحيث أنه هذا يحدث هناك ونحن لسنا مهتمين. إذا فكروا الفرنسيين بهذه الطريقة، فهو يعني السياسيين الفرنسيين، فهذا يعني شديد الخطورة باعتقادي. ما حصل في سوريا حصل بالعالم، ومن أجل أن لا يحصل في باريس أو برلين أو نيويورك بعالم متمازج ويزداد توحدا، يجب أن لا نترك ما يحصل في سوريا أو ما يحصل في العراق. اسمحي لي ربما يمكن عم طول. داعش بالذات نتاج ديناميكتين مختلفتين، في راديكاليزيشن، في عملية يعني تجذر وتشدد بفعل تحطيم الحياة السياسية وتحطيم المجتمعات وما إلى ذلك. ولكن في خميرة خلقها الاحتلال الأمريكي، خلقتها الحرب ضد الاتحاد السوفيتي بالثمانينات، ثم خلقها الاحتلال الأمريكي بالعراق. داعش ليست نتاج ديناميكيات داخلية سورية إلا جزئيا جدا، هي شيء أفغاني عراقي مصري سعودي عراقي. يعني ما راح أدخل، اشتغلت على الموضوع، ما راح أدخل بتفاصيل، ولكن ليست نتاج ديناميكيات داخلية سورية. C'est exactement ce que je dis. Que le génocide n'est pas un problème. C'est exactement celle-ci la logique. Je ne nie pas que le terrorisme est un problème grave. Je comprends tout à fait les gens en Allemagne, en France, quand il y a un crime d'origine terroriste. Mais il nous faut avoir une vision plus globale. La France, les États-Unis ne sont pas loin de la Syrie. Ils sont proches de la Syrie. Et donc, ce qui arrive là-bas les concerne. Ils se trompent en pensant que ce qui se passe là-bas ne les concerne pas. Ce qui se passe en Syrie est grave, et si on veut éviter que ça se passe ici, alors il ne faut pas laisser faire. Il ne faut pas laisser faire ce qui se passe en Syrie, mais ce qui se passe aussi en Irak. Et je voudrais ajouter que Daesh est le résultat de deux choses. D'abord, une forme de radicalisation, mais qui est due à la destruction de la vie politique dans la société, et ensuite à l'occupation américaine, à ce qui s'est passé en Irak. Daesh n'est pas le résultat de dynamiques proprement syriennes ou propres à la société syrienne. Il est propre à des dynamiques qui viennent d'Égypte, d'Arabie Saoudite, d'Afghanistan. Bon, j'ai écrit sur ce sujet, je ne vais pas m'étendre, mais il ne s'agit pas d'une dynamique, ou que très 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 partiellement, d'une dynamique propre à la Syrie.
essayons peut-être aussi de nous projeter dans l'avenir de la Syrie malgré tout. Vous avez dit, Yacine, au début de cette rencontre, la révolution syrienne est toujours vivante. Qu'est-ce que vous entendez par là? Sous quelle forme? Parce que le paysage politique, humain, même étatique, et ce morcellement en plusieurs zones que vous avez décrit, ne rend pas les choses très, très faciles. En quoi la révolution syrienne est encore vivante, selon vous? يعني في أشياء بالثورة ماتت بالحقيقة، ماتت وماتت من زمان، وفي أشياء لا تزال حية. الثورة ثورات، ليست شيء واحد يحيا أو يموت. في ثورات متعددة في مستويات متعددة. الثورة كجهد كنضال كبير من أجل تغيير نظام فشلت، يعني خسرنا خسارة حاسمة. ولكن الثورة بالحياة الشخصية لعدد كبير من الناس، بالإبداعية الفنية والفكرية ومتعددة الأوجه، يعني الأدب، السينما، المسرح، الرسم، وأرجو كذلك بمجال الفكر، هي مستمرة، وتأثيرها على الحيوات الشخصية لعدد كبير من الناس مستمر، وخصوصا النساء، وخصوصا بالشتات طبعا، يعني لأنه بالشتات في سوريا حرة تقريبا خارج سيطرة النظام 30% من السوريين، يعني ليس عدد قليل. هؤلاء طبعا ظروف كثيرين منهم شديد السوء، ولكن بعضهم بنسبة يعني متفاوتة متحررين من سوريا الأسد، فقادرين على إبداعية. بهذا المعنى هذا الجانب من الثورة حي، ولكن الجانب السياسي، جانب الهدف المباشر للثورة تغيير النظام، لا، يعني خسرناه وخسارة حاسمة بالحقيقة. En vérité, beaucoup de choses sont mortes dans la Révolution et d'autres choses sont vivantes. Parce que la Révolution, en réalité, ce sont plusieurs révolutions. La Révolution, comme lutte pour changer le régime, effectivement, a échoué. Nous avons perdu sur ce plan-là. Mais la Révolution, ou les révolutions sur le plan personnel, elle persiste et continue pour beaucoup de gens. Je l'ai mentionné, j'ai parlé de la créativité à plusieurs niveaux, au niveau du théâtre, au niveau de l'écriture, au niveau des productions artistiques. Et donc cette révolution-là, cette révolution créative continue et elle a des effets. Elle a des effets sur la vie des gens et notamment sur la vie des femmes. Et surtout dans la diaspora. N'oublions pas que la diaspora représente aujourd'hui 30% du peuple syrien. Beaucoup de ces gens dans la diaspora vivent dans des conditions extrêmement difficiles, mais d'autres se sont libérés dans leur esprit de Assad et du régime Assad. Et c'est dans ce sens-là que je dis que la révolution continue. Mais sur le plan politique, sur le plan de l'objectif politique de la révolution, c'est une défaite, effectivement, une défaite cuisante. جملة واحدة. الحقيقة إذا بنقارن بين نفس الشباب والبنات السوريين وإبداعيتهم بألمانيا أو بفرنسا أو بغيرهم وبين لما كانوا بسوريا، هائل التغير، كبير جدا جدا. يعني عدد النساء والرجال الذين ينتجون أفكار أو ينتجون شبكات، لا أتحدث بس عن أفراد، بتحدث عن شبكات ومجموعات متناثرة. الفرق كبير جدا جدا جدا. يعني خسرنا التمثيل السياسي، لكن نمثل سوريا فكريا وفنيا بشكل غير مسبوق. Et si on compare d'ailleurs les jeunes d'aujourd'hui syriens, les femmes et les hommes, les jeunes femmes et hommes syriens qui sont en France et en Allemagne, et leur production, leur créativité, avec ce qu'ils étaient en Syrie, la différence est énorme.
leur nombre, mais aussi le nombre de réseaux que ces gens créent est vraiment tout à fait différent de ce qu'on a connu quand ces jeunes étaient en Syrie ou des jeunes de leur âge en Syrie. Donc on a perdu la représentation politique du point de vue de la révolution, mais nous avons gagné la représentation artistique. Donc, nous représentons aujourd'hui la Syrie sur le plan artistique d'une façon qui n'a pas eu de précédent. Et culturelle. Jean-Pierre Philu, on l'a dit, les processus politiques, Astana, Genève, sont dans une impasse totale. Quelles peuvent être les conditions d'une solution politique pour refaire Syrie, refaire société, refaire un pays qui puisse se remettre à vivre? Vous savez, j'ai été pendant une vingtaine d'années diplomate. Il y a des choses que les diplomates peuvent faire et il y a des choses que les diplomates ne doivent pas faire. Les diplomates ne peuvent pas ramener la paix en Syrie aujourd'hui. Ils doivent laisser cela aux Syriennes et aux Syriens. Ce que les diplomates doivent faire, c'est neutraliser les ingérences étrangères, faire que justement ces différentes puissances occupantes qu'égrenait Yassine, arrêtent chacune à leur niveau de continuer de voler le droit des Syriennes et des Syriens à leur autodétermination. Il faut savoir que le régime Assad, lui, sous le père comme sur le fils, il a toujours cherché à internationaliser la Syrie pour éviter qu'on parle des Syriennes et des Syriens. Donc au lieu de trouver un nouveau format, d'aller de Genève à Astana et retour, et tout ça en visioconférence avec New York, il faudrait justement trouver une façon de neutraliser. Alors ça n'est pas impossible, je constate que, évidemment, tout ça est encore fragile, mais on l'a fait en Libye, qui avait atteint un niveau d'internationalisation quand même extrêmement inquiétant. Donc ça veut dire remettre les Syriennes et les Syriens au cœur. Et comme ça a été rappelé, on a un tiers des Syriens dans la diaspora. On a un tiers de Syriens qui sont patriotes, créatifs, dévoués, et qui ne reviendront en Syrie qu'à la condition expresse d'une transition politique qui est la seule qui pourra leur garantir les droits élémentaires. Donc ça veut dire que la fameuse communauté internationale, elle a tous les moyens de sortir la Syrie aujourd'hui de l'impasse, vu que la reconstruction, elle ne peut être gagée que sur le retour des réfugiés, et le retour des réfugiés ne peut être gagé que sur la transition politique. Eh bien voilà, on pourrait commencer à travailler à ça. Et par exemple, dans la zone sous couverture aérienne de la coalition anti-Daesh, plutôt que de ne s'occuper que Daesh, pourquoi on ne laisserait pas revenir les réfugiés? Pourquoi on ne ferait pas de Raqqa, qui est aujourd'hui un champ de ruines, alors que ça fait déjà plus de 3 ans que Daesh en a été expulsé et que la reconstruction, évidemment, là, elle est subordonnée à d'autres priorités du parti qui domine la zone et qui est par ailleurs en liaison avec le régime Assad. Pourquoi, au lieu de laisser ces considérations prévaloir, on ne ferait pas de Raqqa une vitrine de la Syrie après Assad? C'est tout à fait possible, mais là encore, il faut le vouloir. La transition, ça veut dire départ d'Assad. Or, Assad est solidement installé au pouvoir à Damas, sur un champ de ruines, mais il est toujours là. Et il prépare même des élections présidentielles l'année prochaine, je crois. Est-ce qu'on peut imaginer que tout ça se fasse avec Assad ? Ça me semble très difficile. Après tout ce qu'il a fait pour se maintenir au pouvoir pendant 10 ans, il ne va pas lâcher au moment où il se croit vainqueur. Il croit avoir gagné, il se prépare. Cela dit, je crois que là, quand même, il récolte les fruits amers de sa victoire, entre guillemets. Parce que le champ de ruines, c'est à lui maintenant. Comme on dit en anglais, you break it, you own it. Il a tout cassé. C'est à lui maintenant de se débrouiller avec ça. Et lui et ses alliés d'ailleurs, c'est-à-dire la Russie, c'est-à-dire l'Iran, qui n'est pas tout à fait dans une situation à proposer des choses aujourd'hui. Mais, et je crois que là, quelque part, c'est devenu tellement un fardeau pour celui qui veut... Qu'est-ce qu'il peut brandir comme trophée ?
au monde ou à sa population ou à quoi que ce soit. Et quand on a vu récemment les déchirements qu'il y a eu au sein du clan Assad, c'est-à-dire avec son cousin germain le plus proche qui a vampirisé l'économie syrienne depuis les années 2000, et tout d'un coup on voit que le gâteau est rétréci, que le clan commence à se déchirer à l'intérieur parce qu'il faut arracher quelques os et je crois que là, il ne faut pas non plus croire que Assad est tout puissant. Il est fortement contesté, y compris, et c'est le plus important, dans son propre clan, dans ses propres fiefs, là où les combattants ont sacrifié leurs enfants. Il y a des dizaines de milliers de combattants des zones alaouites, des zones pro-régime, qui se sont sacrifiés pour que Assad gagne. Et là, ils sont en train de lui demander des comptes. Et le mécontentement est très fort dans ces zones-là. La situation économique, dire que 80% de la population est sous le seuil de pauvreté, c'est pas juste un pourcentage, c'est pas juste une statistique, c'est un vécu quotidien. C'est des Syriens qui passent la moitié, plusieurs heures dans la journée à faire des queues devant les boulangeries. C'est pas de chauffage dans les hivers rudes. C'est un quotidien, et ça, c'est partagé par tous les Syriens. Et ce n'est pas, et même les plus proches d'Assad. Yacine, quelles peuvent être pour vous les conditions pour vivre ensemble de nouveau en tant que Syriens dans le même pays ? باعتقادي ما كانت المشكلة أبدا هي تعدد المذاهب أو الإثنيات بسوريا. كان التمييز على مستوى الدولة بين السوريين، وهذا يعني مبدأ مؤسس للحكم بالعائلة الأسدية. خلق أزمة ثقة وطنية مستمرة بحيث يخافوا العلاقة بين العرب والأكراد تكون عدم ثقة أو خوف، العلاقة بين المسلمين والمسيحيين مزيج من عدم الثقة والخوف، بين السنة والعلويين وما إلى ذلك. السوريين كانوا دائما يعني متعددي الأديان والمذاهب، ما كانت العلاقات مثالية عظيمة والناس بيحبوا بعض حتما، ولكن ما كانوا نازلين، ما كان في ضحايا بعشرات الألوف بعهد حافظ الأسد ثم بمئات الألوف بعهد بشار الأسد. باعتقادي أول مدخل لا يعني تعافي، نوع من التعافي الوطني، هو أنه لازم يمشي ليس هناك حل يعني فيها إهانة للسوريين، فيها إهانة للمنطق، أنه حكم إبادي يعني اللي هو المشكلة يكون جزء من الحل. لا، حتما بشار الأسد وكبار القتلة بالنظام لازم بيمشوا. هذا بيخلق ديناميكيات اعتدال. لو كان أبكر طبعا كان ديناميكية الاعتدال راح تكون والمصالحة أقوى ويعني التعافي أسهل. اليوم بعد كل هذا بالحقيقة الأمر أصعب، ولكن لا يزال هذا هو المدخل. يجب تغيير كبير، إحداث تغيير كبير في البيئة السياسية، وهذا يؤدي إلى تغير بالبيئة النفسية والاجتماعية. ومع الزمن إذا لازم نواجه مشكلة الفقر 80 إلى 90%، لازم نواجه مشكلة المليونين طفل اللي حكيت أنه خارج المدارس، طبعا هذا مشكلة كبيرة. ولكن البند الأول بالأجندة السورية هو أنه يتغير النظام السياسي اللي صار له حاكم سوريا 51 سنة كامل، نصف تاريخ البلد. سوريا ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى وعمرها 103 سنين، 51 سنة الأسرة الأسدية عم تحكم البلد. يجب أن ينتهي ذلك، يجب أن ينتهي. C'est pas vraiment un problème de confessionnalisme en Syrie. C'est l'État qui a travaillé sur cette séparation. D'ailleurs, c'est un principe de gouvernement de cet État de créer, ou plutôt
de faire de sorte que les gens n'aient plus confiance les uns dans les autres. Par exemple, des défiances des Kurdes envers les Arabes, des musulmans envers les chrétiens, des Alaouites envers les sunnites. Bien sûr, la Syrie est diverse, a toujours été diverse. Bon, je ne vais pas dire que les relations étaient géniales, mais il n'y avait pas des massacres. Enfin, on les a connus, des dizaines de milliers sous Hafez el-Assad et des centaines de milliers sous Bachar el-Assad. Ce régime génocidaire ne peut pas être effectivement une partie de la solution. Le changement de régime, effectivement, peut créer les conditions pour une modération qui peut amener à la réconciliation. Et c'est la seule solution possible aujourd'hui. Il faut absolument un changement de l'environnement politique, de la structure politique, de la structure culturelle et de la structure sociale. Il faut absolument s'attaquer au problème de la pauvreté aujourd'hui en Syrie. Il faut absolument s'attaquer au problème que j'ai mentionné au début de 2 millions d'enfants déscolarisés. Il faut absolument un changement du régime politique en Syrie. La Syrie existe depuis 103 ans. La moitié de la vie de ce pays était sous le régime des Assad. Il est temps que la Syrie se libère des Assad. Et est-ce qu'il peut y avoir la paix sans la justice ? يعني مثال لا يعني مثال فلسطين ومثال واكيد مثال سوريا واكيد مثال لبنان. بالحقيقه لبنان انتهت الحرب الاهليه بتسويه تركت البلد مريض الى اليوم. امراء الحرب صاروا حكام البلد والبلد يعني دخل باطوار متقدمه من المرض اليوم مع وجود ميليشيا وحزب سياسي طائفي اقوى من الدوله. مثال فلسطين واضح، يعني لا شيء يحل بدون عدالة، بدون يعني إقرار بالتساوي الإنساني المبدئي في الكرامة وفي الحقوق. الفلسطينيين ليسوا مساويين في الكرامة والحقوق للإسرائيل، لليهود الإسرائيليين، وما ينطبق على فلسطين وعلى لبنان ينطبق على سوريا. يعني من غير المتصور إنه بيصير سلم مسلح، بيصير حرب أهلية باردة. نحن عشنا بين 1982 للثورة أوضاع مستقرة إلى حد ما، لكن كانوا ألوف الناس بالسجون وكان في تعذيب، وكان من سوء حظي أنه كنت واحد منهم. كان في نوع من الحرب الأهلية الباردة. من أجل أنه يكون في سلام حقيقي يعني وسلام يعني يضمن حقوق الناس وحرياتهم وكرامتهم، نحتاج إلى عدالة، نحتاج إلى تمثيل سياسي. بالحق لم نكن ممثلين سياسيا في سوريا. سوريا هي دولة مخصصة تملكها الأسرة الأسدية، وعندها حرس بريتوري مكون من الأجهزة الأمنية المطيفة بقدر كبير. فلا يستقيم، يعني هذا مبدأ أعتقد صالح بكل البلدان. لا يستقيم السلم بدون العدالة. Non. Non, on ne peut pas avoir la paix sans la justice. Et d'ailleurs, nous avons l'exemple de la Palestine, nous avons l'exemple de la Syrie, nous avons l'exemple du Liban. La guerre civile au Liban s'est terminée en 89, sans véritable solution. Et nous avons aujourd'hui un pays malade, où les seigneurs de la guerre sont aujourd'hui les gens qui gouvernent le Liban, avec la présence d'une milice extrêmement puissante, armée, plus puissante que l'État. Si je prends l'exemple de la Palestine, il n'y a pas de solution possible en Palestine sans justice, sans égalité en matière de dignité, en matière de droit. Aujourd'hui, les Palestiniens ne sont pas égaux aux Israéliens en matière de dignité, en matière de droit. Et ce qui est vrai pour la Palestine et pour le Liban est vrai aussi
pour la Syrie. Alors, ce qu'on peut avoir, c'est une sorte de paix militarisée ou de paix armée, une sorte de guerre froide, de guerre civile froide, c'est ce que j'allais dire. Et d'ailleurs, entre 82 et jusqu'à la Révolution, bon, nous avons vécu en Syrie une forme de stabilité, mais avec des milliers de personnes emprisonnées, torturées. Malheureusement, j'en étais l'un d'eux. Et donc, nous étions dans une forme de guerre civile froide. Et la seule garantie de la paix, c'est la justice. Nous avons manqué en Syrie d'une vraie représentation politique parce que l'État était privatisé. Il était privatisé, il était la propriété de la famille Assad avec sa garde prétorienne qui gardait ses intérêts et cette garde largement confessionnalisée. Et donc non, on ne peut pas avoir de paix sans justice. Nous arrivons au bout de ce débat et peut-être une question personnelle, Yacine. Comment vivez-vous votre exil en Allemagne? Je sais que vous avez longtemps résisté à l'idée de l'exil. Comment vivez-vous ce statut aujourd'hui? يعني ما أقوله دائما هو أنه ما عندي سبب شخصي بكياني كفرد للشكوى، ولكن لم يعد لدي هناك شيء شخصي مع يعني تغيب زوجتي وأخي والكثير من الأصدقاء، ومع يعني حياتي كلها ارتبطت بالقضية العامة السورية. فبتبنى الشعار النسوي المشهور الشخصي السياسي والسياسي الشخصي يمكن ينطبق علي بقدر كبير جدا. يعني من جديد على مستوى حياتي الشخصية، على مستوى السكن، على مستوى الدخل، على مستوى الأصدقاء، لا بأس. يعني لا أشكو، ولكن يعني جزء مني داخل البلد و يعني مشتبك مع هذا الوضع بشكل مستمر، وأحاول أن أحول هذه المعاناة إلى معنى. Je dis toujours que je n'ai pas de raison, personnelle de me plaindre, mais j'ai perdu tout ce qui m'est réellement personnel avec l'absence forcée, enfin l'enlèvement de ma femme, de mon frère. Ma vie est maintenant liée à ce qui se passe en Syrie, à la révolution syrienne. Et j'adopte ce slogan féministe, le personnel est politique et le politique est personnel. Alors bon, au niveau de mes revenus, au niveau de ma résidence, au niveau des amis, ça va. Je n'ai pas à me plaindre, mais une partie de moi est restée en Syrie. Et une partie de moi a perdu aussi le sens. Et donc j'essaye de transformer cette souffrance qui est en moi en sens. Merci beaucoup, Yacine. Nous étions très honorés de vous avoir. Merci Jean-Pierre, merci Hala. Merci à votre voix, Rouba Hassan. Je rappelle donc que ce débat était organisé en partenariat avec l'IREMO, le Collège de France et l'AFP. Le prochain aura lieu le 29 avril. Regardez sur le site de l'IMA, vous verrez le thème lorsqu'il sera choisi. Et vous verrez aussi s'il sera de nouveau en vidéo ou si nous pourrons nous retrouver de nouveau dans le grand amphithéâtre de ce bâtiment, de ce beau bâtiment. Merci à tous.